Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Avant Match. Ce soir, nous avons décidé de mettre le rugby féminin à l'honneur. Et pour ça, place au programme. Dans un premier temps, nous allons recevoir la talentueuse Lénaïque Corson. Ensuite, nous aurons les infos de Lucas Bertolotto qui ce soir se focalise sur l'équipe de La Rochelle. Ensuite, nous aurons Marie Sampéré qui va nous parler de rugby au féminin. Et on retrouvera dans la chronique Sous le même maillot, Victoire qui va rencontrer son idole Lénaïque Corson. Allez, c'est parti, ça nous fait plaisir de la recevoir dans cette émission. Une fille qui marque de son empreinte le rugby national et international, Lénaïque Corson. Et oui, elle est là et on est très content de la retrouver. C'est notre amie Lénaïque Corson. Lénaïque, comment vas-tu? Eh bien, écoute, Kali, en pleine forme. Il fait beau en Bretagne. On savoure d'être à la campagne, en plein air, et c'est bonheur. Ouais, ça doit faire du bien, hein. Surtout que toi, tu t'es retrouvé dans une situation un peu particulière et spéciale. C'est-à-dire que tu étais venu pour fêter ton anniversaire chez toi en Bretagne et tu n'es jamais plus reparti. Ouais, exactement. J'étais venue pour 4 jours à la base. Et entre-temps, on a eu l'annonce du Premier ministre et du Président. Donc, je suis restée à la maison. Mais bon, au final, c'est un mal pour un bien parce que je suis très contente d'être ici. Et je me voyais mal dans un appart entre quatre murs en région parisienne. Je sais que pour mes collègues des Pink Croquettes, c'est un peu compliqué au Stade Français. Donc, je suis contente. Je ne suis pas à plaindre. On ne le répète jamais assez, il faut respecter ces règles de confinement. Justement, si on parle de ton quotidien, c'est quoi aujourd'hui? Mon quotidien, ben, j'essaye d'avoir toujours un rythme, une organisation dans mes journées pour ne pas perdre le fil. C'est vrai qu'on a l'habitude d'être dans des emplois du temps, un calendrier très cadré. On nous dit un peu que faire à tel moment. Et donc, j'ai essayé de reproduire ça un peu sur mes journées de confinement. Donc, 1 heure de réveil, 1 heure pour se peser, 1 heure j'ai un tableau Excel où je mets tout à l'intérieur, c'est-à-dire donc mon poids, le jour du confinement. J'ai une colonne pour tout ce qui est entretien physique, donc ça peut être le renforcement, le type de course que je fais dans la journée, et les travaux manuels, parce qu'il y en a un petit peu ici. Il y a de quoi s'occuper avec papa et maman. Ouais. Au jardinage ou au bricolage ou à couper du bois, il y a de quoi faire. Et après, je note tout ce que je mange aussi pour éviter de prendre conscience de ce que je mange déjà. Et puis éviter que je casse la De bascule, prendre du quoi. poids. Lénaïque, tu le dis, hein, tu es hyper active. On l'a vu notamment sur les travaux. Je t'ai vu dans un tractopelle. Raconte un peu. Oui, bah, si tu veux, en Bretagne, il y a beaucoup de cailloux, il y a beaucoup de caillasses à bouger. Et voilà, on est en train de construire un poulailler. Et donc, du coup, voilà, il y avait quelques mottes de terre à enlever, enfin, de grosses mottes de terre, on va dire. Ouais. Et donc voilà, ma famille a fait l'acquisition d'un petit tractopelle et qui est bien pratique, qui permet justement d'éviter de le faire à la pelle et à la pioche. Donc c'est vrai que c'est plus pratique. Mais je suis pas encore une Grande grande experte. tractopelle, mais c'est super drôle. En vrai, c'est super drôle. Voilà, ça m'a permis d'apprendre à faire du tractopelle au moins à ce confinement. C'est énorme. Est-ce que tu cuisines aussi? Ouais, je cuisine énormément. Ouais. J'adore ça en temps ordinaire. Je prends vraiment le temps de bien cuisiner quand je suis chez moi. Et là, c'est vrai que j'ai de la chance. Tu vois, je reviens du marché. C'est un petit marché bio qu'il y a dans mon village. Et du coup, le village se retrouve. Il y avait la queue comme pas possible aujourd'hui. Et c'est bien, tu manges des produits frais, des produits locaux, des produits qui n'ont pas de pesticides. Donc, c'est chouette de pouvoir prendre soin de soi en mangeant bien plutôt et en choisissant des bons produits. Donc Ouais. ça, c'est aussi un petit côté sympa de la campagne. Ouais, surtout que toi, tu habites une région qui est quand même assez gâtée à ce niveau-là. Lénaïque, on va parler aussi de sport. Ça, c'est important pour les gens qui nous regardent. On va parler de cette année 2019 qui a été, on va dire, un peu particulière aussi et compliquée pour toi. Oui, effectivement, le 2019 a été une saison très, très, très compliquée sur le plan des blessures. Ouais. Une petite dépression aussi en plus qui vient se rajouter à voilà, une année compliquée sur tous les points de vue. Et donc, forcément, j'avais à cœur de faire un très bon tournoi à destination 2020. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on te coupe l'herbe sur le pied parce qu'on ne s'attendait pas à ne pas jouer ces 2 derniers matchs. Surtout l'avant-dernier, je pense, contre l'Écosse, où on nous remet nos maillots. En plus, c'était
voilà, un maillot particulier parce que on avait aussi envie de mettre en avant Simone Veil, qui a été une femme et qui était ambassadrice de toutes ces femmes qui essayent bah, de prouver qu'on a droit autant de droits que les hommes. Et malheureusement, on n'a pas eu l'honneur de porter ce maillot. Et ça a été dur parce qu'on nous l'a remis et genre 2 minutes après, on nous a dit vous revenez dans la salle et on nous a annoncé bah il y aura pas de match. Il y a des joueuses qui ont été touchées en Écosse, donc le match est annulé. Et un Mais peu ce n'est que partie remise. oui, exactement. Je sais pas si on rejouera avec ces maillots. En tout cas, il est collecteur, collecteurs. Mais ouais, écoute, moi là en ce moment, je profite pour me régénérer. Je suis très bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps. Je profite des choses simples de la vie, comme cuisiner, comme être avec mes parents, retrouver mon petit frère, être à l'air libre, voir les étoiles, tu vois, le soir, c'est juste un truc de fou. Parce qu'à Paris, on n'a pas l'occasion de les voir. Tu vois que l'air il est pur ici aussi, donc ça fait du bien, ça fait du bien à la tête, au corps, et franchement je me sens très très bien pour repartir pour une prochaine saison et casser. Mais ça, on n'en doute pas une seule seconde, hein, rassure-toi. Par contre, tu nous as parlé de l'équipe de France, mais il y a aussi un club dans lequel tu es aujourd'hui, c'est les Pink Rockets. Exactement. Ça marche bien? Le Stade Français depuis 2 ans maintenant, deuxième saison. Et alors? Écoute, bah oui, hein, ça a été un peu compliqué de quitter mon club de toujours, le Stade Rennais, mais je me suis plutôt bien adaptée, plutôt été bien intégrée aussi par le reste de l'équipe. Il y a des filles qui sont super cool et qui se chambrent énormément. Et ça, j'adore cet esprit-là au rugby. C'est primordial et c'est ça qui me manque le plus aujourd'hui, c'est de bien sûr pas jouer au ballon, mais de pas se retrouver en équipe, à jouer les unes pour les autres. Et ça, c'est un peu compliqué en ce moment, mais bon, on sera content de se retrouver quand tout ça sera terminé. Ouais, ça va faire du bien. Lénaïque, merci en tout cas. Tu sais qu'on ne va pas se quitter parce qu'on se retrouve en fin d'émission pour cette chronique sous le même maillot. Et je peux te dire, franchement, il y a une jeune joueuse qui n'attend que ça, que de te rencontrer. Et je crois qu'elle m'a passé une liste de 40 questions. Prépare-toi, il va falloir que tu te prépares là. Oui. Allez, on remercie encore une fois Lénaïque qu'on retrouvera évidemment en fin d'émission dans la chronique sous le même maillot. Sans tarder, c'est parti. C'est la chronique de Lucas Bertolotto qui ce soir se focalise sur l'équipe de La Rochelle. Allez, il est là, notre ami Lucas Bertolotto qui a changé. Hein. Tu as coupé un peu sur le côté, mon cher Lulu. Salut mon Cali, ouais j'ai un peu coupé, mais j'ai mis du gel aujourd'hui du coup pour être un peu plus beau. Tu as dû le mettre derrière les cheveux, hein, pas devant. Derrière les oreilles, là où j'ai perdu du poids. C'est un choix. Mon cher Lulu, la semaine dernière, tu t'étais focalisé sur cette équipe de Toulon. Aujourd'hui, tu as choisi quelle équipe? Mais aujourd'hui j'avais envie de parler de La Rochelle, Cali, de cette équipe rochelaise qui s'est fait une place en top 14 depuis sa montée en 2014. Ouais, c'est incroyable parce que c'est une équipe qui a sans cesse évolué, qui a fait les phases finales, il faut le rappeler, l'année dernière, et qui a eu du mal un peu à trouver son rythme en début de saison. Exactement, qui a eu un peu de mal à se lancer en début de saison, mais qui finalement a fait un très très beau parcours cette saison avec plusieurs victoires contre Toulouse, à Pau notamment, ce qui n'est pas évident, contre Montpellier aussi lors de la 14e journée. Voilà, une équipe, tu l'as dit, qui a fait des phases finales l'an dernier, qu'on a fait aussi il y a 2 ans, après une très belle première place en saison régulière, on s'en souvient. Et voilà, qui se stabilise, là, qui visait une 3e phase finale en 4 ans, ce qui est quand même pas mal pour un club promu il y a moins de 10 ans, quoi. Lucas, c'est quoi l'ADN de cette équipe? L'ADN de cette équipe, c'est de produire du beau jeu. Elle nous régale chaque week-end. On le voit depuis l'arrivée de Patrice Colazo à la tête de cette équipe avec Xavier Garbajosa. Ils veulent produire du jeu, relancer à la main, jouer debout. C'est plein de passes après contact. C'est très très souvent dans l'avancée et c'est très beau à voir. C'est bien parce que toi, tu parles automatiquement des arrières, mais il ne faut pas oublier aussi les avants. Devant, c'est assez costaud quand même. Hein. On le voit avec un Vito et aussi un Grégory Aldrit qui mènent parfaitement bien leur barque à La Rochelle. Exactement. Puis il y a Grégory Aldrit et Victor Vito, tu l'as dit, mais il y a de nombreux internationaux. Hein. On peut souligner Dani Priso et Winnie Antonio en première ligne. Il y a aussi Kevin Gourdon en 3e ligne. Donc voilà, c'est une équipe qui se complète parfaitement entre les 3 quarts et les avants. Ouais, tu le disais, c'est une équipe qui aime bien jouer. Alors, je vais faire un petit parallèle. Jeu de main, jeu de Toulousain, qu'est-ce qu'on peut dire pour La Rochelle? Écoute, pour La Rochelle, jeu de main, jeu de Rochelet, c'est un peu moins bien quand même, mais je pense que je vais réfléchir à ça pour la semaine prochaine. Justement, on parlait de l'ADN de l'équipe, mais il y a des garçons qui marquent aussi de leur empreinte. Il y a un Jules Plisson, on peut en parler aussi, qui est arrivé du Stade Français, qui a explosé aussi cette année.
Exactement, c'est une véritable renaissance pour le demi d'ouverture de 28 ans, qui est arrivé au cours de la saison et qui, en 8 matchs, a déjà montré tout son talent et tout son potentiel. Meilleur réalisateur du club avec 85 points, un essai inscrit déjà. Et puis voilà, autant dans le jeu qu'au pied, on a retrouvé le Jules Plisson d'il y a quelques années, ça fait plaisir. Ouais. Et aussi, je voulais mettre en avant Arthur Rottière, le jeune ailier de 22 ans qui est arrivé du Racing il y a peu de temps et qui éclabousse tout son talent cette saison avec 8 essais et la première place de meilleur marqueur du top 14. C'est impressionnant parce qu'avec Vincent Rattez, c'est quand même. On a le sentiment entre guillemets, d'avoir un trio d'attaque entre les trois, entre Plisson, entre Vincent Rattez et le petit Rottière. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Puis Vincent Rattez qui a brillé en équipe de France et Arthur Rottière qui a connu son premier appel pour le 15 de France là, pendant le tournoi Destination. Donc maintenant, il attend juste de connaître sa première sélection. Ouais. On le disait, c'est une équipe qui a bien évolué aussi en championnat, qui a eu du mal aussi peut-être en Coupe d'Europe. C'était pas facile, c'était pas évident de jouer sur les deux tableaux. Il fallait apprendre sur la scène européenne, mais je pense que La Rochelle s'en est bien sortie en laissant un peu de côté cette Coupe d'Europe. Mais il y a du mieux. Chaque saison, on voit qu'il y a du mieux. Et au final, en top 14, par contre, ça bombarde avec une 5e place cette saison et 42 points au compteur. Ouais. Lucas, est-ce qu'il n'y a pas aussi eu, entre guillemets, le fait d'avoir eu un changement de staff, où ils ont eu peut-être du mal aussi non pas rassembler, mais essayer de trouver la bonne carburation ou la bonne formule? Écoute, pour moi, le changement de staff, la transition s'est fait assez rapidement depuis l'arrivée de Jono Gibbs. Je pense que c'est un des meilleurs changements de staff qu'il y a eu dans le top 14 ces dernières années, puisque dès l'arrivée de Jono Gibbs, La Rochelle a fait une phase finale et une place en demi-finale. C'était la saison dernière à Bordeaux, on y était contre Toulouse. Voilà. Et puis là, cette année, il y a eu l'arrivée de Ronan O'Gara aussi, l'Irlandais, qui a amené toute son expérience internationale et qui fait énormément de bien à ce club rochelais. Ouais, c'est une équipe de La Rochelle qui nous plaît, on n'a pas fini avec eux. Il y a, au-delà du staff, il y a quelque chose, un environnement aussi, mon cher Lulu, qui marche bien pour eux. Oui, comment ne pas évoquer le stade Marcel de Flandre et ses plus de 50 matchs consécutifs à guichet fermé. C'est un public exceptionnel, l'un des meilleurs du top 14, si ce n'est le meilleur, avec 16 000 spectateurs au compteur à chaque match, ce qui est tout bonnement impressionnant. Et voilà, j'en ai parlé avec quelques Rochelais et ils m'ont dit c'est vraiment impossible de trouver une place si on n'en a pas de prévu. Voilà, on peut jamais en trouver au dernier moment pour aller au stade, quoi. Ça va finir comme le Real Madrid ou Barcelone. Ça va se suivre de génération en génération. Il y a un garçon qu'on apprécie aussi, Lucas, il y a un garçon qu'on apprécie aussi à La Rochelle, c'est Jean-Charles Orioli qui a fait de belles choses aussi, dernièrement, et qui a lancé, je crois que c'était un des premiers à avoir lancé une cagnotte pour venir au soutien aux aides-soignants. Oui, tout à fait. On en avait parlé dans une des émissions d'avant-match. Exactement. Orioli, ça a été le premier à lancer une cagnotte. Et voilà, c'est un talonneur qui fait beaucoup de bien à La Rochelle depuis son arrivée, et sur le terrain comme en dehors. Ouais, ça on n'avait pas de doute. On peut, voilà, parce qu'on parle de solidarité. On en a parlé la semaine dernière avec Bakary Maïté. Il y a deux filles qui se sont aussi, deux joueuses, qui se sont non pas portées volontaires, mais qui sont déjà dans le bain, dans le feu de l'action. On va parler bien sûr d'Agathe Socha et de Gaëlle Hermé. Oui, on va commencer par Agathe Socha, la talonneuse de Montpellier et du 15 de France de 24 ans, qui est ergothérapeute au CHU de Montpellier et qui, voilà, pendant cette période difficile, vient en aide au personnel soignant. Elle confectionne des masques et elle a même dit qu'elle se tenait prête pour prendre la place de soignant si jamais il en manquait. Et tu l'as dit, Gaëlle Hermé aussi, la capitaine du 15 de France et la troisième ligne du Stade Toulousain, qui elle aussi est ergothérapeute, mais en EHPAD à Cadour, près de Toulouse, et qui, elle, permet aux pensionnaires de son EHPAD de conserver un lien social, mais aussi d'entretenir des relations avec la famille à distance. Voilà. Et puis, je voulais mettre aussi en avant Emeline Gros, Amandine Loubet et Camille Boudot, certaines joueuses françaises qui, elles aussi, œuvrent pendant cette période de confinement. Lucas, on leur tient un grand coup de chapeau et on leur remercie du fond du cœur, en tout cas, pour ce qu'elles font. Et tous les gens aussi qui œuvrent au quotidien. Il ne faut pas l'oublier. Mon cher Lucas, merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tu vas te focaliser sur qui, là, cette fois-ci? Écoute, la semaine prochaine, j'ai envie de parler de l'autre promu. On a fait Bayonne il y a peu de temps, donc j'ai envie de parler de Brive cette fois, qui fait de bonnes choses en top 14 aussi depuis sa montée. Pas de souci, on fera ça. Merci en tout cas, mon cher Lucas. Allez, on remercie encore une fois Lucas Bertolotto pour les infos. Et c'est l'heure de retrouver notre deuxième invitée, une femme qui connaît parfaitement le rugby, Marie Sampéré. Allez, elle est là et on est très content de la retrouver. C'est Marie Sampéré. Marie, comment ça va? Salut Kali, ça va très bien et toi? Comme toi, confiné à la maison. Bon, comment ça se passe?
Bah, écoute, il y a pire, hein, tu vois, sous le soleil parisien, donc on va pas se plaindre. Ça va, ça se passe bien. Il faut un peu tenir les deux petits monstres, mais dans l'ensemble, écoute, on profite de ce temps pour être en famille parce que Ouais. on court un peu après le temps pendant la saison. On travaille tous les deux le week-end. Donc là, les enfants sont contents de pouvoir partager plus de moments avec nous. Donc Ouais. écoute, on va pas se plaindre, tout va bien. Justement, comment tu les occupes toute la journée? Bah écoute, bon là c'est les vacances, donc on fait plus trop l'école à la maison, mais sinon on essaie de rythmer les journées parce que c'est important pour eux de leur donner des repères parce que ça peut un petit peu les perturber le confinement parce qu'ils sont pas capables de comprendre comme nous ce qui se passe. Donc on essaie de garder des journées rythmées, donc l'école ou des exercices. L'après-midi, on leur fait faire beaucoup de sport dans le jardin pour les fatiguer et pour que le soir ils se Ouais. couchent tôt. Et voilà, non, mais ils sont contents. On cuisine beaucoup. C'est vrai. Est-ce que Comme un peu. Lolo cuisine un petit peu ou pas? Oui, oui, ils cuisinent bien, ouais. Ouais, C'est ouais. vrai? C'est quoi son plat Le chef à la favori maison. ou qui fait le mieux? Bah, il aime, il fait bien un peu tout. Après, il y a plein de plats que son grand-père lui faisait, du riz ou des calamars à la catalane, des trucs comme ça. Tout ce qui est à base de poisson, ça lui plaît. Mais bon, il aime un peu tout, hein. Les côtes Ouais. de bœuf, ça aussi, c'est bien pour lui. Voilà. Ah, ça, c'est Marie, c'est le problème des premières lignes, ça. Qui n'aime pas la côte de bœuf, quoi. C'est ça, c'est ça. Là, on en a congelé 5 dans le congélo, donc on est tranquille. Si on Bon, devait être confiné plus longtemps, c'est bon, on a des réserves. il faudra les sortir. Marie, on va parler un peu de rugby aussi. Tu Mm. sais, moi, je me suis amusé à regarder, même si je le savais, hein, un peu tout l'historique, tout ce que tu as fait dans ta carrière. Bon, on le sait, toi, tu es issu d'une famille de rugby, hein, entre ton grand-père qui a été international à 13, ton père aussi pareil, ton frère qui a Ouais. joué au rugby et qui joue au rugby. Justement, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, aujourd'hui, dans ce sport? Ou qu'est-ce qui t'a apporté? Parce qu'on le sait, tu as eu une carrière riche et comblée. Tu as été 4 fois champion de France avec Toulouse. Donc voilà, comment Ouais. ça a débuté? Ben, en fait, c'est bizarre parce que j'ai été baignée depuis mon enfance dans le rugby, puisque ben, j'allais voir mon papa au stade avec mon petit frère. Et nous, quand on était dehors, voilà, on avait toujours un ballon dans les mains et on s'amusait toujours à faire du rugby dans le jardin, à se faire des passes. En fait, c'est là un peu où j'ai appris tous les gestes techniques. Mais j'ai pas voulu en faire du sport parce que je pense qu'à l'époque, le rugby féminin, il n'était pas autant développé qu'aujourd'hui, il n'était pas autant accessible. Donc ça m'est pas passé par l'esprit en fait. J'ai fait beaucoup d'athlétisme pendant très longtemps. Et c'est quand j'ai fait mes études en Angleterre, je suis allée faire une année pour valider ma licence d'anglais, où là-bas le sport universitaire est très très développé en Angleterre, où j'ai pu avoir accès à une équipe de rugby universitaire. Et voilà, et la première fois que je me suis retrouvée avec un ballon dans les mains et sur un terrain, je me suis sentie un peu comme un poisson dans l'eau. C'était un peu bizarre comme sensation. Donc j'ai fait une année universitaire là-bas où je me suis Ouais. vraiment régalée. Et quand je suis rentrée en France, ben voilà, je suis allée voir mon père. Je dis papa, écoute, j'ai envie de faire du rugby. Et là, il m'a regardé, un peu surpris, mais un peu fier. Mais voilà, j'ai senti que l'idée, ça lui plaisait aussi, quoi. Il était curieux de voir ce que ça allait donner. Donc, il m'a dit, bah, écoute, appelle Fanny Horta, qui est Ouais. la capitaine de l'équipe de France A7, avec qui j'ai joué pendant très longtemps, puisqu'elle joue à Toulouse. Je crois en plus qu'à son pas trop mal, il y a des internationales. Donc, appelle Fanny et vois comment ça se passe. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Je me suis retrouvée à Toulouse avec Léa Linsagol, Christelle Leduf, Fanny Horta, parce que je connaissais Fanny et ça a Ouais. été un Ça petit va, il n'y peu. avait pas du grand monde, hein, on va dire. Ouais, c'est le hasard, mais ça a été un bon hasard pour moi, voilà. Justement, ça s'est passé comment tes premiers mois dans ce club de Toulouse? Ouais, ça s'est super bien passé parce que j'étais très, 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 très vite intégrée. Je connaissais Fanny, donc je le répète, donc ça a été plus facile pour moi. Et voilà, j'ai eu la chance d'arriver l'année où ils avaient fait un gros recrutement sur des postes spécifiques. J'en ai parlé tout à l'heure, mais Christelle Leduf, la demi d'ouverture, a apporté beaucoup de choses. Et je suis arrivée l'année du premier titre de Toulouse, donc ça a été vraiment que du bonheur pour moi. Et voilà, ça a été des années magnifiques. Est-ce que on va dire les titres de championne de France féminine se fêtent pareil que les titres de champion au masculin? La question à 1000 euros. Ben, bien sûr, on Bon, a ça bien va. sûr notre manière de fêter, mais évidemment qu'un titre, c'est extraordinaire. Voilà, tout le monde rêve de toucher le bout de bois un jour, et puis quand tu peux, quand tu as la chance et quand tu arrives à le faire, c'est vraiment génial. Donc évidemment que les souvenirs des fêtes après les titres, tu sais ce que c'est, ça dure tout l'été. Enfin voilà, tu as le temps de Ça le dépend où fêter. tu habites. Ça dépend où tu habites. Non, non, mais c'est génial, c'est des Ouais. souvenirs à vie, tout ça. Marie, la plus belle finale pour toi, c'est laquelle? Écoute, j'en ai joué 4 ans. Les 4 ont un parfum particulier, mais j'hésite entre
première, parce que la première fois que tu es championne de France, voilà, c'est comme toutes les premières fois, c'est un sentiment extraordinaire. Mais on en a joué une au Stade de France. Et celle-là, elle m'a beaucoup marqué. C'était un lever de rideau. D'ailleurs, Jérôme Thion était champion un peu après moi, puisque lui, il avait joué avec Biarritz contre le Stade français. C'était en 2005. Tu es en train de dire que tu as été championne de France avant Jérôme Thion. Avant Jérôme Thion, le même jour que lui, au même endroit. Et en fait, c'est la seule finale de rugby féminin qui s'est déroulée au Stade de France, puisqu'avant, c'était les cadets. Et on a eu la chance de la jouer et de la gagner. Donc, c'est vrai que remporter un titre et dans ce stade-là, c'est vraiment, avec toute ta famille dans les tribunes, c'est quelque chose qui te marque. Ouais, ça doit être fort. Marie, tu le disais tout à l'heure, l'évolution du rugby féminin a pris une ampleur incroyable. C'est quoi ton avis aujourd'hui? Ben, moi, mon avis, c'est que le rugby féminin est vraiment encore et toujours en train de progresser. Évidemment, c'est dû à la médiatisation, puisque ça rend plus facile l'accès aux petites filles. Voilà, elles sont capables de s'identifier aux joueuses de l'équipe de France. Mais c'est dû aussi aux beaux résultats des filles de l'équipe de France, hein, parce que voilà, c'est un cercle un peu vertueux. Hein. Comme il y a des résultats et comme les filles jouent bien, qu'elles font rêver, ben, ça donne envie aux petites filles de faire du rugby. Voilà, je crois qu'elles ont une très très belle échéance qui arrive dans 1 an et demi, à l'été prochain, en Nouvelle-Zélande. Et je pense que Léna a dû peut-être t'en parler, mais je pense qu'elles doivent penser qu'à ça, surtout à cette période de confinement. Je pense qu'elles se lèvent pour s'entraîner pour la Coupe du Monde. C'est énorme parce que même toi, quand tu en parles, on a le sentiment que tu as envie d'y aller aussi. Ah ben oui, franchement, pour toute chose de rugby qui se respecte, déjà c'est un rêve de porter le maillot de l'équipe de France, de jouer une Coupe du Monde, mais en plus la jouer en Nouvelle-Zélande chez les Néo-Zélandais. Enfin voilà, c'est le but suprême. Tu sais qu'il y a une solution, hein, c'est pas fini. Hein. Parce Dis-moi. qu'aujourd'hui, il faut le dire, toi, tu es consultante pour Eurosport. Tu es au bord du terrain, tu vois, donc tu sais très bien que tu peux aussi peut-être envisager cette option-là. Ben justement, on va en parler. Aujourd'hui, ça te fait quoi de vivre un peu aussi au quotidien, parce que tu suis la Pro D2. Ça a été quoi ton premier match, tiens? Comment Écoute, tu l'as vécu? bah, c'était l'année dernière, parce qu'on avait fait des petits essais l'année dernière, c'était à Vannes, donc déjà ambiance extraordinaire, c'était Vannes Mont-de-Marsan, c'était je crois un des derniers matchs de la saison régulière. Ben, je l'ai vécu avec un petit peu de stress un peu au début, parce que c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude d'être en haut dans le poste des commentateurs et commenter plutôt qu'en bas sur le bord du terrain. Mais j'avais beaucoup d'excitation et c'était génial, quoi, parce que vivre le bord terrain, et toi tu le sais aussi, c'est différent de commenter, mais le bord terrain, être là au milieu des acteurs, pouvoir sentir la tension sur le banc, on est vraiment privilégié, quoi. On n'est pas beaucoup sur le bord terrain sur un match de rugby. Et pouvoir essayer de transmettre un peu ce qui se passe sur le bord des terrains, recueillir comment dire, ce que disent les coachs, les sensations des coachs sur le. Les analyses, les infos. Ouais, voilà, c'est un rôle un peu particulier et j'ai pris beaucoup de goût, et c'est vrai que là, le début de la saison, je me suis vraiment régalée. Alors même si, bien sûr, il a fallu braver le froid, la neige, tout ça, mais quand on est passionné, on adore et ça fait partie du rugby. Hein. Et non, je me régale vraiment. Et justement, ça te fait quoi aujourd'hui de voir que tout le monde de la Pro D2 apprécie ce que tu fais? Tu dois en ressentir quelque chose de particulier, de fier en toi, non? Bah, après, je ne sais pas s'ils apprécient ce que je fais. En tout cas, j'essaie d'apporter vraiment toute ma passion, beaucoup de travail, parce que c'est pas mon métier. C'est vraiment, ça s'apparente vraiment au journalisme quand même, d'être sur le bord terrain, parce qu'il faut savoir poser les questions pertinentes, essayer d'amener des choses aux gens, voilà, ce que je disais tout à l'heure, les pensées des entraîneurs, tout ça. Donc, il faut avoir des questions pertinentes. Et c'est vrai que mon passé de joueuse de rugby, et puis le fait aussi que je connais quand même personnellement quelques joueurs et quelques entraîneurs sur le bord du terrain, ça m'aide du coup pour pouvoir aller chercher des infos. Et en tout cas, voilà, j'essaie de faire tout ça avec passion, et voilà, j'espère que les gens sont contents. Non, t'inquiète pas, je réponds pour tout le monde, mais tout le monde est très content de ce que tu fais. Et en tout cas, nous, il nous tarde de te revoir prochainement sur les bords du terrain. Marie, merci beaucoup en tout cas. Merci de t'être prêtée au jeu, ça fait plaisir. Et puis on se dit à très vite. À très vite, Kali. À bientôt. À bientôt. On remercie encore une fois Marie de nous avoir donné de belles anecdotes et aussi de belles histoires. Ça y est, nous y sommes. C'est l'heure de la chronique Sous le même maillot, où ce soir, Victoire rencontre son idole, Lénaï Corson. Allez, on est content de la retrouver. C'est la petite Victoire. Victoire, bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Tout va bien? Nickel. Bon, tu m'as contacté parce que tu m'as dit, Kali, j'aimerais rencontrer une joueuse de l'équipe de France. Et qui tu voulais rencontrer aujourd'hui? Lénaï Corson. Oh là, tu as pris du
Ouais, Top là, hein, je tu t'es vais- pas loupé là. Hein. Non. Bon, est-ce qu'on peut, juste avant d'aller la chercher, que tu te présentes un petit peu? Savoir ce que tu fais, Ouais. où tu joues. Ouais, ben moi c'est Victoire Foulon, je joue à Provence Rugby et je joue trois quarts centre en cadette. C'est bien ça, 3 quarts centre, c'est un bon poste. Hein. Ouais. Je sais que c'est le poste dont j'ai toujours rêvé, mais jamais on a voulu me donner ma chance. Je pense que c'est une question de physique, il y a eu un problème. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Bon, on va voir, on va essayer de récupérer les Nike. Allez, Allez, c'est parti. Ça y est, Victoire, on y est. Je te présente les Nike. Les Nike, je te présente Victoire. Voilà. Les Nike, tu as des choses je pense que des choses à raconter aussi à Victoire, mais je pense que c'est Victoire qui a beaucoup de questions à te poser. ouais. Ben, d'abord, je voulais savoir comment tu étais arrivé jusqu'au rugby, puisque avant tu faisais autre chose et tu es arrivé assez tard. Et du coup, comment tu es arrivé en équipe de France aussi après? Alors, effectivement, je faisais de l'athlétisme pendant 14 ans en compétition. Donc, je n'étais pas prédestinée à faire du rugby. Je suis arrivée ensuite à la fac à Rennes pour poursuivre mes études. Et j'ai vu dans la liste en fait des sports universitaires qu'il y avait du rugby féminin. Et je me suis dit bah pourquoi pas tenter. Bon, je t'avoue que c'est pas le premier sport vers lequel je me suis dirigée en premier. Il y avait du basket, il y avait du volley et du hand. Et clairement, c'était les sports qu'on faisait le plus à l'école et que j'avais envie d'essayer en compétition. Mais comme il y avait du rugby et que mon papa était aussi coach de rugby, je me suis dit bon pourquoi pas tenter. Ouais. Et au final, j'ai dû faire le choix très rapidement parce qu'en fait dans les 3 premiers sports, les entraînements ils étaient en semaine en fait et mon calendrier universitaire ne le permettait pas. Et le seul sport qui était en soirée, c'était le rugby. Donc ça s'est fait un petit peu par dépit. Et au final, j'ai trop kiffé, quoi. J'ai commencé le rugby vraiment en ne sachant rien faire. Je ne connaissais pas du tout les règles, mais j'étais qu'avec des débutantes et des filles qui étaient juste contentes d'être réunies le lundi soir pour jouer au rugby. Et du coup, voilà, on s'est créé un petit noyau dur de copines. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y en a qui ont poursuivi l'aventure en club. Et j'en faisais partie. 6 mois après, j'ai signé en club au Stade Rennais Rugby. Et j'étais compétitrice, donc j'avais envie de m'entraîner plus. Et au bout de 2 ans, j'ai connu l'équipe de France, donc ce qui est relativement tôt, hein, parce que 2 ans auparavant, je ne savais pas faire de passe, je ne savais pas les règles, je ne jouais pas au rugby. Et j'arrive comme ça parce que j'avais un physique qui était pour l'époque hors norme parce qu'il y avait pas de filles qui faisaient 1m85 pour 85 kg sur le terrain et de filles qui couraient vite et qui pouvaient être mobiles sur le terrain. Et donc, j'avais ça au moins pour moi, même si j'avais encore du mal à attraper des ballons et à en envoyer. Mais voilà, à force de travailler, de ne pas lâcher, d'apprendre aussi énormément des anciennes au club. Ça m'a permis de revivre des beaux moments sous le maillot bleu et de poursuivre cette aventure depuis maintenant 8 ans. Ouais, 8 ans. Et Victoire, tu peux lui dire à les Nike que vous avez joué ensemble pour un match un peu spécial, on va dire. Tu peux lui raconter l'histoire? Ouais, il y a 2 ans, ouais, 1 an et quelques, quand vous avez joué à Mayol avec la France contre les All Blacks. Ouais. Je faisais partie des filles qui vous ont accompagné sur le terrain pour chanter la Marseillaise. Ah, classe! Mais moi, il me semble. Ah non, c'était à. Parce que j'ai encore des nouvelles d'un petit garçon qui m'envoie des messages des fois sur Insta, trop mignon, et qui était avec moi, mais je crois que c'était Grenoble, donc c'était une semaine après. Et trop chouette. Et alors, ça t'a fait quoi d'être sur le terrain avec nous à Mayol? Franchement, c'est énorme. C'est énorme, parce que quand on voit tout le monde qui chante et tout, c'est pas toujours hein, qu'on fait ça. Donc, C'est bien, on a l'impression que tu vois, ça l'a tellement motivée, ça y est, elle est programmée, elle veut jouer en équipe de France maintenant. C'est ça tout ou ce que pas? je sais, en tout cas. j'espère un jour. Hein. Ouais. Il faut y croire et il faut travailler surtout. C'est ça le plus important. Mais je pense que le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est prendre du plaisir dans ce que tu fais, dans le fait d'aller t'entraîner, d'être curieuse, de connaître des nouvelles règles, curieuse de connaître des nouvelles skills de main, par exemple, ou au pied. Hein, je ne sais pas si tu joues au pied.
Mais soit voilà, dans l'apprentissage, la curiosité, le plaisir d'être avec tes copines sur le terrain, de vouloir gagner, de vouloir créer quelque chose avec ton équipe. Surtout ça. Et après, le reste, ça viendra. Ouais. Victoire, tu as d'autres questions? Ouais, est-ce que tu penses aussi qu'un jour, le rugby féminin il sera aussi populaire que le rugby masculin? Je pense que oui, on le voit d'année après année que le rugby il évolue énormément. Le rugby féminin, en 2013, personne ne connaissait. Personne n'allait voir un match au stade. Hein. Mon premier match que j'ai joué en équipe de France, il y avait 200 personnes dans les tribunes. Donc aujourd'hui, tu vois bien qu'on peut remplir des stades de 20 000 personnes. Ça a déjà été fait, même en 2014 pour la Coupe du Monde en France. Il y a vraiment un engouement derrière. On voit qu'il y a de plus en plus de licenciés. Voilà, moi, quand j'ai commencé, on était 8 000. Aujourd'hui, on a dépassé la barre des 20 000 depuis un petit moment. Donc, c'est chouette. Et plus il y aura de monde à le pratiquer, plus on en verra à la télé, plus l'équipe de France aussi aura de bons résultats, plus on aura envie de médiatiser les filles en club. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, la problématique, c'est qu'en club, on a du mal à élever peut-être le niveau, même si, voilà, d'année en année, tu vois bien que le niveau s'élève. Il y a de plus en plus de jeunes filles comme toi qui commencent tôt, qui ne commencent pas à 20 ans le rugby, donc du coup, qui ont plus de qualité technique. Physiquement aussi, tu commences à avoir des gabarits énormes qui arrivent au rugby. Donc je pense que tout ça fait que, oui, on arrivera à plus de performance dans le rugby. Et du coup, qui dit performance dit un jeu qui est agréable à regarder et que les gens ont envie de s'intéresser. Et il faut que les médias suivent derrière. C'est ça la problématique. Si les médias ils te télévisent pas, ils n'ont pas envie de parler de toi, tu resteras caché. Mais en tout cas, en ce moment, on est plutôt sur une bonne dynamique et je pense que si on continue à garder notre ADN de filles qui ont envie de jouer pour le maillot bleu, pour jouer pour le maillot du club, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on peut créer quelque chose de pérennisable. Je ne sais pas si ça se dit. C'est pas grave. Pérenne. Je couperai. Je peux couper. T'as une autre question, Victoire? Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais faire après ta carrière de rugbyman? Woman. Me remplacer. Bien joué. Moi, ce que j'aimerais faire, alors j'ai fait des études dans le domaine du sport et de l'événementiel. Donc, l'objectif, ça serait de travailler dans le domaine pour lequel j'ai étudié. J'ai travaillé chez GMF également il y a 2 ans dans le service marketing. Et ça m'avait bien plu. On était en lien avec le rugby parce que GMF est un des plus gros partenaires de la fédération de rugby, de la LNR également. Donc du coup, c'était chouette de voir un peu l'envers du décor. Je suis joueuse de rugby, je suis sur le terrain, mais je prépare aussi ce qui se passe en amont d'un événement comme ça. Donc, c'est chouette d'être aussi dans les coulisses de la préparation d'événements sportifs. Ouais. Une dernière petite question, Victoire? Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir au rugby? C'est une semaine après notre rencontre. C'est la victoire contre les Blacks à Grenoble. Ça reste quelque chose d'énorme parce que tu gagnes les championnes en titre, les championnes du monde en titre, qui sont 5 fois championnes du monde. Des joueuses incroyables, des joueuses qui ont tout gagné sur la planète rugby. Et clairement, quand tu gagnes le leader, que ce soit de ton championnat ou le leader mondial, on est l'équipe la plus heureuse. Et c'était vraiment un moment particulier parce qu'il y avait beaucoup de monde au stade déjà. On joue chez nous. Le match était serré, c'était un match à suspense. On se donnait coup pour coup. Un coup, c'était les Françaises qui marquaient, un coup, c'était les Néo-Z. Du coup, c'était un match, je pense, très agréable à regarder et que les gens ont énormément suivi. Et c'est vrai que ça restera un souvenir incroyable avec toute l'équipe de France. On voyait qu'on était soudés, on était solidaires les unes des autres. Et ça, c'est quelque chose de chouette, un très, très gros souvenir.
Ma chère Victoire, c'est déjà la fin. Je suis désolé, on pourrait rester des heures avec Lénaïque, mais on est obligé de la libérer. En tout cas, tu sais ce qu'on va faire? Tu sais quoi, Lénaïque? La prochaine Dis-moi. fois que tu viens à Montpellier, parce que quand tu joueras contre les Coccinelles, Oui. eh ben, on va inviter notre amie Victoire à venir voir le match et te rencontrer après. Ça te dit ou pas? Avec grand, grand plaisir. Avec Ça grand, va? grand plaisir. On fait ça, Victoire? Ah ouais. Écoutez, Ah t'as ouais, un propose du coup Franchement, à dire. vraiment. Bon, merci à toutes les deux en tout cas de vous être prêtées au jeu. Prenez soin de vous et Bah, puis on se dit merci à très vite. toi. C'est la fin de cette émission. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 18h30. On remercie aussi nos invités, Marie, Lénaïque et la petite Victoire. Et n'oubliez pas, si on veut être solidaire, il faut rester chez nous. Et on remercie aussi tous les gens qui œuvrent pour notre quotidien. On pense à vous.